Aujourd'hui, c'est l'histoire de Philippe VI. Quatrième Philippe? Va falloir changer. J'en peux plus, moi. En plus, t'as encore sauté un roi de France qui s'appelle pas Philippe. Charles IV. Oula, t'es pas pris pour les louis, mon pauvre. Allez au charbon, il y en a des choses à dire. Philippe VI est issu de la branche cadette de la maison capétienne, fondée par son père Charles de Valois, frère cadet de Philippe IV le Bel. Donc c'est toujours un capétien, mais de la maison de Valois. Philippe VI monte sur le trône en 1328. Le problème, c'est qu'entre Philippe IV de l'épisode précédent et Philippe VI, il y a eu quelques rois. Louis X, Jean Ier, Philippe V et Charles IV. Sauf qu'ils ont tous fini leur règne de manière prématurée et sans descendance masculine. Attends, mais Philippe IV, il a eu des filles. On file la couronne à la plus grande, et basta, non? Et non, c'est justement ça le problème. La couronne ne peut échoir sur une tête féminine. Ce qui dérange à ce moment-là, c'est surtout qu'Isabelle, fille de Philippe IV, est aussi reine consorte d'Angleterre depuis 1308 par son mariage avec Édouard II. Le but, c'est d'éviter que la couronne de France ne passe dans les mains de la maison Plantagenet, régnant sur l'Angleterre et le duché de Guyenne. Donc quand on doit choisir un roi, les grands seigneurs du royaume font une élection, et ils en profitent pour définir les règles de succession. Et là-dedans, ils ressortent la loi salique pour exclure les femmes de la ligne de succession. Bah en même temps, je comprends. Les Plantagenets, ça fait depuis Louis VII et Aliénor d'Aquitaine qui contestent l'autorité du roi de France. Faut pas pousser non plus. Oui, choisir Philippe VI, c'est un choix qui se comprend. C'est vouloir un roi français et non pas anglais. C'est une première expression d'une conscience nationale naissante, le refus de voir un éventuel roi étranger et éviter un mariage d'une reine pour diriger le pays. Mais bon, à ce moment-là, peut-on dire que les rois anglais sont si différents des rois français? Ils parlent la langue d'oï, ils se marient entre eux, c'est juste une grande famille. Philippe VI reçoit la couronne de France, mais pas forcément l'autorité qui va avec. Il doit neutraliser ses éventuels rivaux les plus menaçants, les Évreux-Navarres, qui est une branche cousine des Capétiens. Et il écrase des révoltes pour bien montrer qui c'est le patron. Car c'est pas parce qu'on est choisi par les grands seigneurs qu'ils vont être sympas. Le principal problème de Philippe VI, c'est qu'il manque de moyens financiers, ce qu'il tente de compenser par la manipulation de la monnaie et des impôts supplémentaires, lesquels ne sont acceptés qu'en période de guerre. Il restaure l'autorité royale en Flandre, en y écrasant la rébellion lors de la bataille de Cassel en 1328. Il contribue à augmenter l'influence du royaume par une habile politique diplomatique et matrimoniale. Par exemple, il rachète le Dauphiné pour le compte de son petit-fils, et remarie son fils à une héritière potentielle de la Bourgogne. Bon, je te vois tourner autour du pot. Mais va falloir en parler quand même. Mais j'ai pas envie. C'est long, c'est compliqué. Bah oui, ça s'appelle la guerre de 100 ans, pas la guerre d'une semaine tranquille. Allez, on inspire, et on y va. Bon, on peut comprendre le roi d'Angleterre, Édouard III, qui est dégoûté de ne pas avoir reçu la couronne de France. Mais il n'y a pas que ça. Les deux royaumes se disputent des sphères d'influence économique. C'est surtout le cas en Flandre, théoriquement française mais très tournée vers l'Angleterre et souvent en rébellion ouverte, ou de la Guyenne, qui est un territoire anglais. Mais les deux sont plus ou moins fauchés, tout du moins il manque de ressources pour une guerre. Du coup la guerre se mène via des alliés interposés. Par exemple, Philippe VI aide les Écossais contre les Anglais, c'est l'Old Alliance. Y a pas grand chose de nouveau dans le déclenchement de la guerre de 100 ans, c'est surtout que tout leur pète à la gueule d'un coup. Alors il se passe plein de trucs, genre le roi de France interdit l'importation de laine anglaise, et confisque son fief de Guyenne pour trahison. Et là Édouard III, il en a marre. Et il déclare la guerre et revendique le trône de France. Exactement, et il le fait sans respect pour le roi de France. En 1337, l'évêque de Lincoln arrive porteur d'un message du roi d'Angleterre adressé à Philippe de Valois qui se dit roi de France. C'est une rupture de l'hommage et une déclaration de guerre. Alors il déclare la guerre mais mollo mollo. Comme on l'a dit, on reste d'abord sur l'affrontement entre alliés interposés, le temps de s'organiser. Chacun cherche des alliés. Par exemple, Louis II de Bavière, pourtant excommunié, se fait courtiser et fait payer cher son alliance. Pendant ce temps, Édouard III prépare sa flotte et s'occupe de la maîtrise de la mer, lui permettant de faire débarquer ses troupes sur le territoire français. Dans cette première phase du conflit, les victoires sont anglaises, comme à Crécy en 1346. La chevalerie française est décimée et le royaume s'affaiblit. Édouard III et son fils entreprennent ensuite des chevauchées, composées de pillages pour éviter les batailles rangées. Cette première phase s'arrête après la mort de Philippe VI avec la paix de Bretigny-Calais, qui suspend les combats et voit une partie du territoire occupé par les Anglais et ravagé par les mercenaires qui ne sont plus payés. La fin de son règne est marquée par une gigantesque PLS. Parce qu'en plus du début de la guerre de 100 ans, quelqu'un d'autre débarque en Europe. Une petite invitée venue d'Asie centrale, la peste. Ah bah manquait plus que ça. On est sûr d'avoir fait le bon choix avec Philippe VI? Parce que bon, entre la guerre et tout, il a clairement la poisse. On n'est pas sur un gars qui a masse de chance, ouais.
Alors oui, la peste frappe tout le monde en 1348, anglais comme français, et c'est aussi une occasion d'interrompre la guerre. Mais bon, il n'avait clairement pas besoin de ça. Il meurt en 1350 en laissant un royaume dans un état, mais dans un état. Ah bah Philippe Auguste, il doit être super fier de sa descendance, là. Et surtout que ça ne s'arrange pas, parce que Philippe VI s'éteint en léguant un royaume désorganisé, ruiné, décimé par la peste et où la guerre, les pillages et les massacres continuent de ravager le pays. Eh ben, il a intérêt d'être bon le prochain. Eh bien justement, le prochain c'est Jean II le Bon,